Donc, aujourd'hui, on va parler de la rédaction du livret 2 et de tout ce que ça peut comporter. Donc, on va commencer par présenter le référentiel, car c'est essentiel et indispensable de connaître le référentiel du diplôme pour pouvoir valider son livret 2. On va voir la structure de qu'est-ce qui est attendu dans un livret 2. Comment identifier ses propres compétences? Souvent, c'est assez délicat. On ne sait jamais trop comment se vendre, comment montrer quel professionnel on est. Donc, voilà, comment vous allez pouvoir travailler là-dessus. Comment on sélectionne les expériences? Ce n'est pas forcément évident aussi parce qu'on a plusieurs expériences dans notre chapeau quand on est pro depuis longtemps. Donc, qu'est-ce qui va être le plus intéressant à retenir et à présenter devant le jury? Comment on structure son dossier, donc des petits aides à la rédaction. Et en dernier, on parlera un petit peu de l'oral et pourquoi ce livret 2 il va être important pour se présenter à l'oral devant le jury. Et ce n'est pas parce qu'on a un bon livret 2 qu'on valide devant le jury. Donc, c'est vraiment deux dimensions. Mais là, sur cet atelier, on se centre vraiment que sur l'écrit. Mais si ça vous intéresse, vous êtes en train de préparer l'oral. On a animé déjà des ateliers sur se préparer à l'oral. Vous pourrez trouver les replays. Je ne sais pas si quelqu'un veut les partager dans le chat. Oui, je peux mettre le lien de la chaîne YouTube où il y a le replay oral. Super, merci Salomé. Donc, c'est pour ça on se concentre que sur l'écrit aujourd'hui. Alors, on va commencer par la présentation du référentiel. Donc, ce que je vous disais, voilà, c'est essentiel de bien connaître le référentiel. C'est un peu la Bible, en fait. Si on ne connaît pas le référentiel, on va avoir du mal à rédiger, savoir vers quoi je pars et ce que je note. Donc, le référentiel, il est autour de 4 grands domaines de compétences, DC1, DC2, DC3, DC4. Donc, on va les voir un petit peu plus en détail. Donc, le DC1, c'est l'accueil et l'accompagnement du jeune enfant et de sa famille. Donc, le mot qu'on retient beaucoup, c'est la famille. Donc, c'est vraiment comment on va faire un accueil individuel et comment on va faire du soutien à la parentalité. Le DC2, c'est l'action éducative en direction du jeune enfant. Donc là, c'est vraiment tout ce qui va être autour du jeune enfant, bien connaître le développement global et proposer des activités, des actions éducatives pour permettre à l'enfant de se développer. Le DC3, c'est la communication professionnelle. Donc, si jamais vous n'avez pas travaillé en équipe, ça peut être très compliqué. Enfin, c'est même un peu impossible de valider la VAE si vous n'avez pas travaillé en équipe ou participer à des réunions. Donc, on peut trouver dans des situations du bénévolat, mais c'est vrai que c'est essentiel pour valider ce diplôme d'État, c'est d'avoir fait un travail d'équipe où vous avez pu faire de la communication, participer et animer des réunions. Enfin, voilà, vraiment tout un travail de réseau, enfin de coopération dans une équipe. Et le DC4, c'est plus un travail de réseau. C'est la dynamique institutionnelle, partenariale et territoriale. Donc, c'est avec les partenaires, le fonctionnement de la structure. Donc, on va revoir un peu plus en détail chaque domaine de compétences et ce qui va être intéressant de noter dans votre livret 2 pour montrer vos compétences par rapport à chacun des domaines. Donc, dans le DC1, l'accueil et l'accompagnement du jeune enfant et de sa famille, ça va être de montrer votre vision de l'accueil individualisé. Donc, comment vous accueillez les enfants et les familles en fonction de leur culture, leurs croyances, leurs besoins. C'est montrer que vous comprenez chacun individuellement et que vous allez y accorder une importance. Donc, parler aussi du lien entre l'enfant et sa famille. Comment vous communiquez avec eux, comment vous arrivez à les mettre à l'aise, à créer une relation de confiance avec beaucoup de bienveillance. Donc, comment, par exemple, vous allez accompagner les séparations, les temps de familiarisation avec des vrais enjeux. Et du coup, quelle est votre posture dans ces situations qui sont assez sensibles. Donc, comment vous soutenez la parentalité, comment vous vous positionnez. Donc, vraiment, ce domaine de compétences, ce qu'on peut retenir, c'est comment vous favorisez et comment vous mettez un climat de sécurité affective en accueillant l'enfant et sa famille. Ensuite, on va voir le DC2. Donc, ce sont des actions éducatives en faveur de l'enfant. Donc, ça, c'est comment vous avez qu'est-ce que vous connaissez du développement de l'enfant? Donc, qu'est-ce que vous observez et qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place?
qui va soutenir les apprentissages de l'enfant. Donc, au-delà de mettre en place, par exemple, une activité musicale, donc très bien de mettre en place une activité musicale, mais il faut plutôt partir de qu'est-ce que je connais du développement de l'enfant, qu'est-ce que j'observe des enfants et quels vont être leurs besoins particuliers pour soutenir l'autonomie, la créativité, la sociabilité. Donc, en fait, c'est vraiment mettre en place des actions qui vont être vraiment réfléchies et pertinentes et qui vont être adaptées aux enfants. Et au-delà de mettre ces actions en place, il faut aussi vraiment une réflexion sur votre posture. Donc, réflexion sur l'autonomie, la motricité. Voilà, je vous ai mis des exemples, mais l'objectif vraiment, les compétences attendues pour le DC2, c'est de montrer que vous êtes une professionnelle qui permet à l'enfant de s'épanouir dans toutes ses dimensions et que vous avez pris en compte tout ce que vous connaissez du développement global. Alors, pour le DC3, le travail en équipe et la communication. Donc, ce qui va être essentiel, ça va être de montrer votre place dans l'équipe, de bien connaître les missions. Alors, forcément, la VAE, c'est du dépassement de tâches, parce qu'on va nous demander de montrer qu'on a les compétences du diplôme qu'on vise, mais de montrer aussi qu'on connaît les limites de son champ d'intervention et qu'on va utiliser des partenaires extérieurs. Donc, montrer aussi comment on travaille et comment on collabore. Donc, voilà, c'est vraiment essentiel de montrer sa place, qu'on n'est plus que AP ou CAP, qu'on tend vers qu'on tend pas, qu'on est EJE, vraiment, il faut montrer que voilà, on a cette place, mais qu'on sait qu'il y a des personnes qui ont d'autres missions et on va pouvoir travailler en coopération avec eux. Donc, montrer aussi votre rôle, quelles sont vos compétences dans les transmissions, dans la participation aux réunions. Donc, si vous avez un rôle, par exemple, de secrétaire, vous êtes toujours en train de prendre les notes, de faire des synthèses, ça va être essentiel de le faire bien ressortir dans votre livret 2. Donc, de montrer dans votre capacité de coopérer, d'écouter, de vous ajuster, de montrer que vous êtes une bonne communicante, quoi. Donc, l'objectif vraiment, c'est de montrer que vous avez une communication fluide qui va garantir une cohérence dans l'équipe et une qualité d'accueil pour l'enfant et sa famille. Donc, bien sûr, la communication a un vrai lien avec le DC1 et le DC2. Donc, c'est pour ça que, en fait, dans les expériences, vous allez pouvoir mettre un peu de DC1, un peu de DC3, un peu de DC2, enfin voilà, de mettre toutes les compétences. Mais c'est important que si, par exemple, vous parlez d'une situation, je vous dis une adaptation difficile, et bien que, en fait, dans cette adaptation difficile, vous parliez de la famille, de ce que vous avez observé de la famille, de l'enfance que vous avez mis en place, mais aussi comment vous avez communiqué avec votre équipe, avec les familles. Donc, vraiment, cette partie communication, c'est une partie qui est essentielle et qu'il faut vraiment expliquer en détail. Et le DC3, donc c'est les dynamiques institutionnelles. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui va être autour du cadre institutionnel et réglementaire, donc la connaissance du projet, donc aussi bien projet pédagogique, projet éducatif, projet social, de bien connaître sa structure, de bien connaître l'établissement, son rôle, et de montrer qu'on connaît aussi les partenaires extérieurs et qu'on peut travailler avec eux. Comment on s'implique dans une dynamique territoriale, donc comment on travaille en réseau. Donc ça, c'est important et c'est même essentiel de montrer dans le livret qu'on a fait, on a mis en place des projets, mais pas forcément que individuels. Par exemple, un projet où on va au parc, en fait, ça ne va pas être une dynamique institutionnelle. Ça va être plutôt un projet où on travaille avec la bibliothèque municipale, qu'on a mis en place des actions, qu'il y a la conteuse qui vient, par exemple, de temps en temps dans la crèche, que des parents peuvent se saisir de ce que vous avez mis en place. Donc, vraiment que ça a impliqué une dynamique. Et il faut aussi montrer les enjeux sociétaux et territoriaux, comme par exemple s'il y a des enfants en situation de handicap ou de précarité ou d'inclusion. Ça va être essentiel parce qu'en fait, le métier d'éducateur, au-delà d'être un travail de collaboration d'équipe et de proposer de l'éveil, il y a aussi toute cette partie prévention et cette partie de travailleur social.
Donc voilà pour les domaines de compétences et pour le référentiel. Donc là, je vous en ai parlé brièvement, mais je vous invite vraiment à aller le regarder et vous baser dessus pour commencer votre travail. Donc, les compétences attendues et leur importance dans le dossier. Donc, qu'est-ce que le jury va regarder dans votre dossier? Donc, il va regarder les compétences dans les situations réelles. Donc, c'est essentiel de ne pas se contenter de montrer qu'on le sait, hein, de parler de définition, de raconter que l'enfant, pour se développer, a besoin de sécurité affective. Donc, ça va être important de le notifier. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous avez fait dans votre quotidien pour sécuriser l'enfant? En fait, c'est vraiment il faut que ce soit très concret et pas trop théorique. Il faut un petit peu des deux. Moi, j'ai lu des fois des dossiers qui étaient trop théoriques. C'était vraiment des mémoires et en fait, on ne voyait pas trop comment se positionner la professionnelle. Donc, c'est vraiment d'abord, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai observé? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Et ensuite, on appuie tout ça avec des savoirs. Analyser mon action professionnelle avec recul et réflexion. Donc ça aussi, c'est essentiel de montrer que vous êtes posé des questions, que vous avez observé l'enfant, que vous avez mis en place les choses en prenant en compte le contexte, en prenant en compte vos collègues, votre équipe, la réalité du terrain, les budgets, et que vous avez aussi mené une réflexion, on va dire un bilan sur ce que vous avez mis en place auprès des enfants, auprès des familles, et pas juste raconter, voilà, j'ai proposé d'aller faire une sortie à la maison de retraite. Voilà comment j'ai proposé la sortie. Et puis de dire, bah voilà, c'était une belle journée, les enfants ont bien aimé. Non, ça ne suffira pas. Il faut vraiment aller analyser et avoir beaucoup de recul sur ce que vous avez mis en place. Et montrer aussi une progression et une adaptation dans sa pratique. Évidemment, on n'est pas la même professionnelle quand on commence et après une dizaine, une vingtaine d'années sur le terrain. Donc, ça va être intéressant de montrer que vous avez cheminé depuis toutes ces années et que toutes les expériences que vous avez rencontrées dans votre pratique vous ont fait progresser. Donc, n'hésitez pas à le montrer, par exemple, dans vos motivations ou dans l'analyse globale à la fin. Enfin, je vais aller en détail. Là, je vous dis juste à quel moment vous pouvez parler de votre progression. Moi, je sais que dans mon dossier, j'avais marqué que quand j'étais jeune professionnelle, donc moi, j'ai commencé à travailler en crèche, j'avais à peine 20 ans. Et bien, en fait, j'avais déjà travaillé dans l'animation. Donc, moi, j'avais déjà mis en place plein d'activités. Et bien, en fait, moi, j'étais dans la recherche toujours d'une nouvelle activité. Donc, moi, j'allais inlassablement proposer des activités tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et en fait, après plusieurs années, des observations plus fines, des rencontres professionnelles, des conférences, et bien, je me suis mis à moins proposer d'activités et plus me baser sur l'observation. Et ça, vraiment, je l'ai montré dans mes motivations. Je l'ai vraiment expliqué que ma posture a évolué au fil des années, au fil des rencontres, et que même les dernières années, j'étais plus du tout dans cette proposition. C'était même très rare que j'organise 2 heures à l'avance, des découpages, des photocopies. Non, je prenais beaucoup sur l'instinct, ce qui se passait avec les enfants, et j'inventais des choses avec eux et je partais d'eux et pas de moi, de ce que j'aimerais leur amener. Donc voilà, par exemple, pour un exemple, mais bon, quelle belle phrase, pour moi, pour un exemple personnel. Mais dans les évolutions, moi, ce que je vois souvent, c'est par exemple des personnes qui vont au début être plus dans des transmissions un peu générales avec les familles, et puis après qui vont avoir un discours très pertinent avec un appui professionnel, enfin des termes vraiment très professionnels qui vont être adaptés à la famille. Des personnes qui ont pu avoir tendance à surréagir, d'être impulsifs au début parce que, par exemple, elles ne supportaient pas l'injustice quand 2 enfants se disputaient, qu'un plus grand prenait un jouet à un plus petit et que petit à petit, en découvrant où en était l'enfant dans cette phase d'égocentrisme, que c'était normal et du coup d'apprendre plus sur la régulation
du groupe, de comment se positionner en tant que médiateur. Donc voilà, de montrer un peu cette progression. Je pense aussi à plein de professionnels. On a souvent tendance au début à surprotéger les enfants et parfois ça rend les relations assez exclusives et les collègues peuvent avoir du mal à prendre en charge l'enfant quand c'est nous la référente et du coup de démontrer qu'on avait un manque de distance professionnelle. Donc voilà, que petit à petit avec les années, vous avez pu progresser sur certains points. Voilà, donc ça c'est vraiment important et ça montre déjà que vous êtes dans une réflexion professionnelle. Alors, comment identifier ses compétences? Donc, comment se mettre en avant avant de rédiger ses expériences? C'est déjà se positionner en tant que JE et le démontrer. Donc, première chose à faire, ça va être d'étudier le référentiel en détail. Donc, beaucoup plus en détail de ce que je vous ai présenté là, parce qu'on peut l'étudier pendant 2 heures, hein, le référentiel. Donc, vraiment, c'est indispensable de l'étudier en détail pour savoir sur quoi le jury va vous juger, par contre, ce qu'il va regarder pour montrer votre expertise pour devenir éducatrice. Faire l'inventaire de votre parcours professionnel et personnel, donc aussi bien les situations bénévoles, tout ce que vous avez pu déjà mettre en place, parce que je trouve que c'est important. Par exemple, j'avais une candidate, elle avait travaillé plus jeune sur le harcèlement. Quand elle était au collège, elle avait fait, au lycée, je ne sais plus, elle avait mis en place un groupe avec des théâtres forums et elle était déjà dans cette démarche de prévention, de faire collaborer les professeurs avec elle. Voilà, donc de ne pas se cantonner que juste à ce qu'on a mis en place dans les dernières années de son travail, mais aussi d'aller voir dans tout son parcours, parce qu'en fait, ce sont des choses qu'on va pouvoir présenter dans sa présentation à l'oral, dans ses motivations, et puis c'est important d'avoir aux têtes pour justifier ses expériences. Donc, pour chaque compétence, réfléchir à des situations où vous avez exercé. Donc, de noter vraiment tout ce que vous avez fait. Bon, voilà, ça faisait écho un petit peu à votre parcours, hein, dans les moindres domaines. Moi, par exemple, j'avais pris des notes sur ce que j'avais fait dans l'animation. Même si ce n'était pas aussi significatif que ce que j'avais pu mettre en place en crèche, mais j'avais déjà cette place de leader, de proposition. Moi, je me souviens, par exemple, la première fois, premier instant où j'arrive pour mon stage pratique, j'arrive dans la cour et il y en avait beaucoup qui discutaient, des animateurs ou qui étaient assis. Ben, moi, en fait, je me suis dirigée vers un groupe d'enfants et j'ai proposé une activité, une ronde. Et ben, du coup, j'étais déjà dans cette proposition. Donc, ça fait du bien aussi de réfléchir à toutes nos expériences, de comment on était à ce moment-là, quel professionnel on était et qu'est-ce qu'on a mis en place. Et noter des éléments concrets. Qu'est-ce que j'ai fait? Quel était le contexte? Quelles étaient les compétences? Là, par exemple, moi, je pense à une situation que je n'ai pas présentée dans mon livret 2. C'était un petit garçon qui avait des grosses difficultés d'adaptation, qui avait été confié par la PMI. Et ce petit garçon, moi, j'avais vraiment beaucoup œuvré pour qu'il arrive à s'installer au repas, parce que chez lui, il mangeait devant la télé, il mangeait que des chips, et du coup, il n'arrivait pas à rester assis. Et pendant le repas, quand c'était à table, par exemple, avec mes collègues, il passait son temps à se lever et à aller taper sur la tête des autres. Donc, moi, j'ai vraiment pris le système de référence, parce qu'on n'avait pas de référence à ce moment-là dans cette structure, où je me mettais autour de lui, mais je le bloquais un peu pour qu'il reste au repas. Donc, en fait, j'étais vraiment limitée dans mes gestes, mais l'objectif, c'était qu'il puisse se poser pendant le temps du repas. Et c'était pareil pour l'endormissement. Il fallait une contenance physique. Puis, c'était un petit qui avait des poux. Donc, pendant toute l'année, j'ai eu des poux. Bref, voilà. Donc, là, par exemple, dans cette situation, moi, j'ai repris le temps de renoter le contexte, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai observé, quelles ont été les compétences que j'ai mobilisées, quels ont été les résultats. Parce qu'en fait, tout ça, même si je ne le note pas forcément dans mon livret 2, ça me fait aussi une base argumentaire pour l'oral. Parce qu'à l'oral, on va partir du livret 2, mais le jury peut vous amener dans d'autres situations. Là, par exemple, on voit dans votre livret que vous êtes quelqu'un de très patient. Est-ce que vous pouvez nous démontrer par une autre situation? Eh bien, hop, dans ma tête, j'ai tout de suite l'expérience avec ce petit garçon où j'ai fait preuve d'une patience extrême parce qu'en fait, je passais des repas assise, sans bouger, en gérant le reste des enfants de ma table, pardon.
et en étant hyper disponible pour lui sans léser les autres. Donc vraiment, enfin, c'est peut-être pas la patience, si, ça en fait partie, mais il y a aussi l'adaptabilité. Enfin voilà. Donc c'est essentiel d'aller reprendre un petit peu tous les exemples que vous avez pu, alors vous n'allez pas mettre tous les exemples, mais des choses très pertinentes où vous avez pu voir des résultats et mobiliser des compétences. Et rédiger des phrases en lien direct avec les compétences, donc commencer à s'entraîner. Par exemple, pour ce petit garçon, de commencer à noter chaque matin quand il arrivait, au moment de l'accueil, en fait, j'avais une attention individuelle, je prenais vraiment le temps de nommer, parce que c'était un petit garçon, par exemple, qui n'était pas du tout verbal, il avait 2 ans, il disait que 2 mots. Donc, je prenais vraiment le temps d'appuyer les mots, de l'observer. Je m'adaptais en fonction de mes observations, de ses besoins du jour, de son état émotionnel, si je le sentais plus agité, plus fatigué. Et je proposais toujours un petit objet transitionnel parce qu'il n'en avait pas. J'avais une attitude très positive et encourageante avec la maman qui était plutôt fuyante pour favoriser une séparation sereine. Donc ça, n'hésitez pas à le rédiger pour du coup avoir des termes professionnels et pouvoir bien l'exposer quand vous serez à l'oral ou ça vous aide pour l'écrit. Donc maintenant, on va parler de comment on sélectionne les expériences. Donc ça, c'est un vrai sujet parce qu'on a mis l'expérience en tête et comment les sélectionner pour qu'elles soient pertinentes et que ce soit vraiment le bon choix. Donc déjà, la première chose, ça va être de se référer au référentiel. Si vous avez une super expérience que vous avez mis en place, mais qu'elle ne fait pas vraiment écho avec le référentiel, malheureusement, ce ne sera pas le choix le plus opportun. Donc peut-être choisir une autre situation. Privilégier la qualité et la diversité des expériences. Donc, plus une situation est qualitative avec des vrais résultats et en même temps une ouverture sur d'autres choses. Par exemple, je pense à des dossiers où je lisais les situations et les situations se ressemblent. Donc, on va éviter de mettre des situations qui se ressemblent. Donc, vraiment faire preuve de diversité. Si on a mis en place une action éducative de, par exemple, mettre en place la motricité libre dans la crèche et qu'on parle aussi de l'importance de l'autonomie et comment on a développé l'autonomie, en fait, c'est des sujets qui se recoupent. Donc, ça ne va pas être assez diversifié. Ça va être bien plus intéressant de parler de l'accueil d'un enfant porteur de handicap et d'une activité sensorielle. Vous allez pouvoir aussi les combiner, bien sûr. Donner la priorité aux expériences récentes et significatives. Alors parfois, on va chercher des expériences qui sont lointaines, mais on n'a plus les bilans, on n'a pas de preuves, on ne sait plus exactement à quel moment on a communiqué avec qui, quels ont été les retours. Donc c'est quand même intéressant d'avoir des expériences qui sont plus récentes. Donc si vous manque des situations pour le DC3 et le DC4 notamment, n'hésitez pas à les mettre en place. Vous pouvez rédiger votre livret tout en mettant en place ces situations. Par contre, c'est vrai qu'il faut après avoir une recul et une analyse. Donc, c'est un vrai travail. Ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie parce qu'en fait, pendant la rédaction, il faut aussi avoir un recul sur ce qu'on fait. Et du coup, quand on est en train de le vivre, c'est difficile d'avoir parfois un recul. Et des expériences multiples. Ça regroupe un petit peu ce que j'ai dit. Donc, je peux vous donner quelques exemples, même si j'imagine que vous en avez déjà en tête, de situations pertinentes. Donc, ça peut être, par exemple, de présenter un rendez-vous avec une famille pour ajuster une problématique que vous avez observée. Donc, vous allez parler de l'entretien, comment ça s'est passé avec cette famille, mais aussi de tout ce que vous avez pu observer en équipe, donc tous les écrits professionnels, tout ce que vous avez pu mettre en place avec l'enfant, qui vous a questionné, chercher des solutions avec le réseau autour. Si par exemple vous êtes à côté d'un CMP, centre médico-psychologique, quels sont les professionnels que la famille pourrait consulter. Voilà, donc de prendre une situation, mais l'élargir à tous les domaines de compétences. Vous pouvez aussi mettre en place un espace de parole avec les parents, de voir s'il y a une salle qui n'est pas trop utilisée le matin, peut-être faire un café parent, de voir comment le mettre en place. Donc, on est beaucoup sur la communication et sur le DC1, sur l'accueil individuel des familles et renforcer un climat de confiance et de coéducation. On peut parler aussi d'une situation où on a géré des conflits entre enfants. Moi, par exemple,
écrit une situation sur la morsure, parce qu'en fait, c'était une année où on avait beaucoup de morsures. Donc, moi, j'étais partie du constat que c'était une année où il y avait eu beaucoup de turnover. On a eu plusieurs directrices, beaucoup de turnover et du coup, peu de stabilité. Et du coup, ça s'est montré dans l'agressivité. Donc, j'avais expliqué ce que c'était que l'agressivité et j'avais parlé plus précisément des morsures et des parents qui étaient très inquiets, qui étaient allés beaucoup dans le bureau de la directrice pour faire des signalements parce qu'en fait, ils sentaient leur enfant en danger. Donc, suite à ces observations, vous voyez, là, je suis sur le contexte, j'avais ensuite proposé à la réunion de rentrée de l'année d'après, donc je l'avais préparé bien sûr en amont, en juin, en mai-juin, je crois, de présenter aux parents à la réunion de rentrée qu'est-ce que c'est que les interactions, quels sont les types d'interactions entre enfants et d'intégrer la morsure et l'agressivité, de répondre à toutes leurs questions et de montrer que, en fait, on banalise le geste, que c'est un geste qui arrive et quelles sont les actions qu'on met en place quand il y a une morsure, quelles sont leurs inquiétudes et de répondre à leurs questions. Donc, j'avais organisé une réunion en amont de préparation et après, j'avais animé cette partie. Donc, vous voyez, ça a été vraiment la situation, c'était la morsure, les conflits entre enfants, mais du coup, j'ai pu présenter du DC1, du DC2 et du DC3 dans cette situation. Autre situation que vous pourrez présenter, c'est tout ce qui va être action éducative en faveur de l'enfant. Là, j'ai lu un dossier où la candidate, elle présentait le lavage des dents. Donc, elle avait amené ça dans sa crèche, dans les 3 sections, et elle coordonnait le projet. Donc, hyper intéressant parce que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on voit souvent. Animation d'un événement, par exemple, qui peut être mis en place dans le quartier. Donc là, on est sur le DC4 et le DC3. On est sur la communication. Et puis le DC2 parce que c'est pour les enfants. Des rencontres avec des partenaires, les écoles, l'ASE. Donc, plein de situations. N'hésitez pas d'ailleurs à partager sur le chat vos situations. C'est toujours intéressant de voir un petit peu les différentes situations que vous avez choisies. Alors, la structure type du livret. Donc, ça, si vous êtes déjà en parcours, bien sûr, vous la connaissez. Donc, c'est qu'est-ce qui est demandé dans le livret 2. Donc, il y a une page de garde avec les infos personnelles, donc votre identité, votre adresse, vos motivations. Donc, ça va montrer votre légitimité. Ça va donner envie au jury de lire vos expériences. Donc, vraiment, il faut raconter votre parcours, vos valeurs, tout ce qui a été significatif dans votre parcours, qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à montrer aussi votre progression. Comme je vous disais tout à l'heure, moi, je montrais que je faisais des activités tout le temps, et puis qu'après, j'ai changé de posture. Donc, c'est vraiment ce cheminement professionnel qui fait qu'aujourd'hui, quand vous vous présentez, en fait, vous êtes déjà éducatrice. Donc, il faut, au-delà de juste se présenter, c'est montrer sa motivation et montrer aussi nos valeurs et nos connaissances du métier de JO. Donc, les motivations, c'est une page ou 2 et c'est déjà un beau travail de réflexion. On va résumer son parcours professionnel. Donc, ça, c'est les activités salariées bénévoles donc, à l'aide d'un tableau. Présentation de l'établissement. Donc, vous avez présenté le lieu dans lequel vous travaillez, son statut, les effectifs, l'équipe, les missions de chacune pour bien montrer que vous savez vers qui vous dirigez en fonction du besoin. Présenter aussi les projets sociaux, projets pédagogiques, les financeurs, enfin voilà, tout ce qu'il y a autour de votre établissement. Donc ça, c'est une grosse partie aussi du travail de cette présentation jusqu'à présenter les expériences. On va dire que toute cette première partie, motivation jusqu'à public accompagné, sur le dossier, ça fait une bonne quinzaine de pages. Après, les expériences, chaque expérience peut être entre 5 et 10 pages et l'analyse globale, je dirais 6-7 pages. Et les annexes, ça peut être pareil, 6-7 pages. Donc, en général, ce sont des dossiers de 100, un peu moins. Moi, je dirais des dossiers, ça va à peu près de 70 pages. Ça peut arriver qu'il y ait des dossiers plus petits parce qu'il n'y a pas beaucoup d'annexes. Mais voilà, c'est à peu près 70-100 pages. Donc, je reprends. Détaillez vos activités. Donc, ça, c'est sous forme, soit vous faites un petit camembert. En général, c'est ce que je vois avec les pourcentages de ce que vous faites dans la journée. Donc, moi, par exemple, j'avais mis 5% d'entretien des locaux, 10% de communication avec les parents. Je ne sais plus après les pourcentages, mais activités d'éveil, collaboration avec l'équipe. Enfin, voilà, vous détaillez vos activités.
et vous nommez à peu près des pourcentages de ce que vous jugez de votre travail. Le public accompagné, donc l'agrément que vous avez dans votre structure, les problématiques que vous pouvez rencontrer. Moi, par exemple, quand je passais ma VAE, j'avais une structure où on n'avait que des moyens grands, on n'avait pas de bébés. Et donc, du coup, c'était des groupes d'interage, donc il y avait beaucoup d'agressivité parce que les moyens qui sont au début de la marche et de l'exploration et les grands dans l'affirmation, et bien en fait, il y avait beaucoup de conflits. Donc, en fait, voilà, j'avais beaucoup parlé dans les caractéristiques des tranches d'âge et de ce que ça pouvait impliquer dans cette structure. Et vous pouvez parler aussi, en plus des enfants, c'est des parents, des familles, les caractéristiques. Donc, si ce sont des familles dans la précarité, les catégories socio-professionnelles, donc c'est bien d'aller chercher des renseignements, d'avoir des choses très, très concrètes. Et ensuite, les expériences choisies. Donc ça, on va en parler juste après en détail. Et je vous lirai une partie de ma VAE. L'analyse globale aussi, ça je vous expliquerai à la fin, c'est le bilan final et les annexes. Donc les annexes, elles sont facultatives mais recommandées pour prouver que c'est bien vous qui avez mis en place ces projets. Alors ça ne sert à rien de mettre des annexes d'outils ou de photos de la structure. Ce qui va être pertinent, c'est des outils que vous avez créés et qui sont en lien vraiment avec vos expériences. Donc, les expériences. Donc, ça, c'est le plus gros du dossier. On va dire que ça représente une 30aine de pages. Donc, vous allez choisir 3 situations professionnelles que vous allez présenter en détail. Et donc, c'est des situations qui vont articuler tous les domaines de compétences. Ça va couvrir l'ensemble du référentiel et ça va montrer que vous avez l'esprit de synthèse. Donc, pour chacune, bien préciser un contexte. On ne part pas tout de suite en disant j'ai décidé de mettre en place un parcours sensoriel. Non, on part sur voilà ce qui se passe dans ma structure, voilà ce que j'ai pu observer. Et ensuite, on met en place des objectifs. Donc, moi, ce que j'aime bien dire à mes candidates, c'est de mettre des objectifs pour pas pour tout le monde, pour les équipes, les familles et les enfants. Les actions menées, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Et au milieu de ce que vous allez expliquer, vous allez mettre vos missions, vos responsabilités et vos compétences. Donc, sans mettre j'ai su écouter ou je suis patiente, mais vous allez le montrer au détour de phrases. Donc, c'est vraiment combiner tout ça dans la rédaction. Faire une partie sur les obstacles rencontrés, donc tout ce qui a été difficile et qui vous a amené du coup à cheminer. Les résultats et les impacts observés, donc toujours faire une partie bilan et une analyse réflexive sur ce que vous avez appris et ce que vous a apporté ce travail qui est assez complet. Donc, pour chacune des expériences, à peu près entre 5 et 10 pages, on utilise le jeu. Vraiment, c'est essentiel. Même si vous avez fait un travail d'équipe, vous allez dire, je propose à ma collègue, je suis avec ma collègue, nous rédigeons ensemble, je lui propose voilà, il faut que vraiment on sente que vous êtes là et que c'est vous qui avez mené les choses. Et montrer ce que vous avez fait, mais que vous avez fait fonction de JE. Dans la rédaction, ça va être essentiel. Et vous n'allez pas juste raconter du point de vue de l'enfant ou du parent. En fait, il faut vraiment qu'on sente, quand vous racontez votre situation, que c'est vous, experte, qui savez ce que vous avez mis en place et pourquoi vous l'avez mis en place. Si, par exemple, vous parlez d'une adaptation compliquée, il ne faut pas se centrer que juste sur l'observation de l'enfant. C'est qu'est-ce que, quand cet enfant est arrivé, je me suis dit de lui, qu'est-ce que j'ai demandé aux parents, qu'est-ce que j'ai mis en place concrètement avec cet enfant. Je me suis posée avec lui sur le tapis, je l'ai beaucoup observé, j'ai eu des gestes très doux, j'ai vu qu'il était surpris au moindre bruit. Du coup, j'ai fait attention de fermer les portes ou de le mettre plutôt dans un petit coin pour qu'il ait une vision globale, pas juste centrer que sur l'enfant et de dire qui il est et ce qui s'est passé pour lui. C'est vraiment se centrer sur vous, votre posture. Et donc, du coup, non, je n'ai pas fini, pardon. Si, j'ai fini de vous expliquer ça. Donc, je vais vous lire un petit peu ma situation. Alors, je vais vous lire quelques phrases pour que vous ayez une idée un peu globale d'un livret qui a été validé. Ah oui, je suis éducatrice.
Donc, moi, je vous ai présenté la création d'ateliers parents-enfants. Donc, ils vont regrouper des C1, des C2 et des C3. Donc, le contexte. Ouvrir la structure aux familles fait partie des objectifs des établissements d'accueil du jeune enfant. Consciente de cet enjeu, l'équipe essaye d'impliquer au mieux les familles dans la vie de la crèche. Une des valeurs principales de notre projet, c'est de travailler autour de la coéducation. Nous recherchons l'implication maximale des parents. Les espaces et les temps d'échange avec les familles. Donc là, je ne vais pas vous lire tout en détail, mais c'était pour vous montrer le début. Les espaces et les temps d'accueil. Donc là, j'ai montré par 7 points en détail les moments où les familles rentraient dans la crèche. Donc l'entretien d'inscription, donc j'ai expliqué l'entretien d'inscription, les temps d'adaptation, les espaces et les familles au quotidien, donc où ils ont accès, quelles sont les pièces que les parents peuvent, dans lesquelles les parents peuvent circuler et ceux où ils n'ont pas accès, les temps forts de la structure, donc les parents participent aux temps festifs, le carnaval, Halloween, la fête du printemps, les sorties. Nous, on faisait beaucoup de sorties au marché, donc les parents pouvaient participer aux sorties. Les temps d'information collective, donc quand on avait des réunions avec des intervenants, des conférences. Donc voilà, donc j'ai résumé un petit peu la place des familles, tout ce que j'avais pu observer, tout ce que j'avais pu voir. Donc ensuite, après avoir présenté le contexte, je parle de mes observations. Donc, à une réunion de rentrée, une maman a manifesté son désir de s'investir dans le quotidien auprès des enfants. L'éducatrice de jeunes enfants lui expliquait que ce que l'équipe proposait chaque année, à savoir des sorties au marché et les différents temps festifs. Cette maman a souligné qu'elle trouvait intéressant de participer à la vie de la crèche de manière plus régulière. Je m'aperçois, donc là, après, je pars sur moi, ma réflexion. Je m'aperçois que les temps d'échange proposés aux familles sont nécessaires, mais restent trop ponctuels. L'idée m'est alors venue de créer des moments de partage plus ancrés dans le quotidien. Et à la suite de plusieurs échanges, je sens des familles motivées. Donc, je parle d'une expérience avec un papa qui est professeur d'art, une maman qui est passionnée par le Mexique. Et du coup, ça me donne idée de mettre en place des ateliers. Donc, j'ai donc proposé aux familles d'animer et de participer à des temps d'activité. Donc, ensuite, une autre partie, proposition, échange autour de mon projet. Donc, j'ai présenté ce projet à l'éducatrice de jeunes enfants, à ma directrice qui a accueilli ma proposition favorablement et qui a trouvé pertinent de répondre aux demandes des familles. Et elle a encouragé mon initiative en me disant « tu pourras en parler à l'équipe ». Et du coup, là, j'explique les objectifs pour l'enfant et sa famille. Donc, appliquer les familles, permettre à l'enfant de découvrir des moments conviviaux avec leurs parents, faire découvrir de nouvelles activités encadrées par une personne extérieure. Pour l'équipe, favoriser un lien de confiance. Bon, je vous résume. Et ensuite, je parle de la mise en place, de comment j'ai annoncé ça à l'équipe et comment ça a pu se mettre en place. Donc, quelles ont été les actions menées. J'ai réalisé une affiche avec une agent pour présenter le projet aux familles. Donc là, je l'ai mis en annexe, cette affiche. J'ai créé un tableau avec le nom du parent, ses disponibilités, son désir d'activité pour que le parent puisse s'inscrire à l'activité. Et j'ai organisé et mis en place le premier atelier. Donc là, ensuite, j'explique le premier atelier, comment j'ai accueilli le papa et comment j'ai pu prendre en charge ce temps. À la fin, par exemple, donc, je ne vous lis pas tout l'atelier, mais le papa est venu pour faire de la peinture, donc je me suis installée dans le couloir, j'avais vu en amont avec mes collègues. L'atelier s'est déroulé paisiblement. Voilà, donc je raconte l'atelier, j'ai remercié le papa pour son implication, la richesse de son intervention et sa bonne humeur. Le lendemain, j'ai affiché la peinture des empreintes dans le hall d'entrée, ainsi que quelques photos pour présenter et illustrer aux familles. Vous voyez, par exemple, dans cette phrase, j'ai remercié le papa, la richesse de son intervention. On voit que je suis quelqu'un qui valorise et qui prend le temps d'accueillir, d'afficher la peinture, donc aussi de faire de la promotion, si on peut dire, sur ce sujet. Ensuite, j'ai pu mettre j'ai expliqué que l'équipe, après, s'est saisie de ce projet et que, alors j'arrive plus à retrouver exactement la phrase. Le second atelier, j'ai volontairement eu un rôle de coordinatrice et j'ai laissé 2 collègues s'occuper d'animer. En effet, inclure l'équipe est l'un des buts recherchés. J'ai la conviction qu'en impulsant une dynamique, cela va favoriser la prise d'initiative à l'avenir et la survenue d'idées nouvelles. De plus, j'ai constaté dès le premier atelier que tous les membres de l'équipe montraient de l'intérêt pour le projet. Donc voilà, je montre comment je fédère, comment je communique avec l'équipe. J'ai donc décidé de les impliquer. Dans la salle de pause, j'ai proposé un outil pour que les personnes puissent s'inscrire quand elles avaient envie de mettre en place des ateliers.
Et ensuite, le bilan des interventions. Donc, avec des chiffres, de montrer combien de parents ont participé. J'ai fait aussi un bilan avec l'éducatrice pour montrer les pistes d'amélioration. Ne prévoir qu'un seul atelier par semaine, afficher les différents ateliers, le lieu, l'heure et la date dans les 2 sections, connaître à l'avance le nom du membre de l'équipe qui anime l'activité. Ça, je m'étais fait surprendre parce qu'une semaine, je me rappelle, on avait plusieurs activités et le premier avait été organisé, mais pas le deuxième. Donc, le jour d'avant, on était un peu en manque d'effectifs, ce qui arrive souvent. Et donc, du coup, on ne savait pas qui allait animer l'atelier. Donc, tout ça, ce sont des petits ajustements. Et ensuite, j'ai écrit les difficultés rencontrées. Donc, ma première difficulté, ça a été lors de l'annonce du projet. L'équipe était mitigée. 3 auxiliaires étaient très motivés et 2 agents n'ont rien manifesté. Donc, je suis allée les questionner. Face à leur silence, je leur ai demandé leur point de vue et elles m'ont partagé leurs préoccupations, qui avaient des familles étrangères, qui maîtrisaient peu le français, des familles monoparentales qui n'auraient pas le temps. Enfin voilà, je montre que j'ai pris le temps d'écouter mes équipes et de voir comment on pouvait trouver des solutions et en même temps que c'était normal d'avoir un positionnement qui n'est pas forcément le même que le mien, mais que je suis ouverte au dialogue. Et ensuite, toute une partie analyse sur qu'est-ce que ce projet a apporté, l'implication, l'autonomie des enfants, la notion de plaisir, l'importance du respect du refus de l'enfant à participer. Ça a amené des choses par rapport à l'équipe et par rapport aux familles. Et ensuite, le positionnement et le réajustement. Donc moi, comment je me suis repositionnée face aux familles, face à l'équipe et face aux enfants par rapport à cette situation. Et les projets qui en ont découlé. Donc, par exemple, à la fin, je note que suite à cette mise en place d'atelier, une maman s'est manifestée, elle m'a dit qu'elle aimerait proposer des activités, mais sur des thèmes. Donc, on a commencé à réfléchir pour mettre en place des journées à thème. Et en fait, ça a été le projet. Donc, les ateliers par an, je crois que je l'ai mis en place pendant 3 ans. Et dès la première année, j'ai eu un autre projet qui s'est mis en place en parallèle. Ce sont des journées à thème. Et du coup, on a commencé avec la journée des 1001 nuits. Et du coup, la maman était vraiment inclue. On a fait une petite scène de théâtre. Je me rappelle, on avait fait Ali Baba et les 40 voleurs. Le papa était venu aussi. Et donc, voilà, de montrer que ce que j'avais pu mettre en place a eu aussi un impact sur l'ouverture de la crèche par rapport à l'accueil des familles. Donc, voilà pour ce partage. Je pourrais répondre à vos questions après. On va finir la présentation. Alors, du coup, comment on structure son dossier? Donc, on respecte la structure qui est demandée par le livret 2. Donc, ça, c'est vraiment important de se faire un plan clair, logique et ordonné, de mettre de façon chronologique, être précis et synthétique, éviter les longues digressions, donc éviter les phrases trop longues ou les phrases où il y a plusieurs idées. Vraiment, privilégier les phrases courtes avec une idée, avec un exemple concret et d'essayer d'aller au maximum à l'essentiel. Soigner la mise en page. Et évidemment, mettre des titres, des sous-titres, souligner des paragraphes bien délimités, que ça donne envie de lire. Moi, j'ai déjà lu des dossiers où c'était des gros blocs. Et bien, en fait, quand on a un dossier de 100 pages où c'est que des gros blocs avec juste un titre au début, ce n'est pas du tout agréable et on peut vite se lasser. Alors, quand on voit des petits paragraphes, ça peut motiver plus facilement le lecteur. Relier constamment son discours référentiel parce que des fois, on se sent l'âme d'un écrivain et on part avec une belle plume, mais on part dans trop de détails ou trop de théories. Donc, on se relie toujours au référentiel pour vraiment rester sur quels sont les attendus. On inclut des annexes si c'est pertinent. On ne met pas des annexes à tout va non plus. Il faut vraiment que ça ait un impact. Moi, par exemple, pour cette situation en annexe, j'avais fait 3 annexes. Donc, l'affiche que j'ai réalisée pour inviter les familles à participer, le tableau où les parents pouvaient s'inscrire et une fresque où j'avais mis tous les ateliers que j'avais animés qu'on avait animés en équipe pendant l'année pour que les nouveaux parents qui arrivaient à la rentrée suivante puissent se dire ah oui d'ailleurs il y a une maman elle a fait des rondes, une maman elle a fait la cuisine, un papa il a fait de la guitare. Donc en fait qu'ils aient un visuel de ce qui a été déjà proposé, comme ça c'est très parlant. Voilà, donc j'avais mis ces 3 annexes. J'aurais pu aussi mettre en annexe le tableau qui était plus à disposition des professionnels pour qu'elles s'inscrivent aux ateliers. Mais ça, je ne l'avais pas mis. Mais du coup, j'avais quand même mis 3 annexes.
Joindre des documents attestant des expériences. Donc ça aussi, vous pouvez le mettre, les formations, les attestations de suivi, les rapports. Mais il ne faut pas non plus en abuser, hein. Si vous avez fait un rapport de 5 pages sur un enfant porteur de TSA, ça peut être mettre la première page, mais peut-être pas mettre tout le rapport. Intégrer des références et des connaissances théoriques. Donc ça, c'est essentiel de s'appuyer, notamment par exemple pour le DC2 où vous allez parler d'une action éducative et vous avez parlé du développement global. Moi, j'avais par exemple parlé des différents stades du développement et j'avais cité Piaget. Donc après, à l'oral, je sais évidemment raconter qui était Piaget, quels sont les différents stades. Si par exemple, vous parlez d'une difficulté au niveau de la séparation, vous parlez de la théorie de l'attachement, eh bien, il faut que vous puissiez nommer Bowlby et d'expliquer quand est-ce qu'il a mis en place cette théorie, qu'est-ce qu'elle soutient, quels sont les différents types d'attachement. Donc, c'est important de montrer que voilà, vous avez des références théoriques. Des techniques pour valoriser vos compétences. Donc, la première, c'est STAR. Donc, c'est déjà un petit peu ce que je vous ai présenté. Donc, c'est la situation, le S. Le T, c'est les tâches, donc les choses, les missions que vous allez mettre en place, donc un peu les objectifs. Les actions, le A, c'est les actions. Et le R, c'est les résultats. Donc, la situation, c'est où, quand, avec qui. Quel est le public, quel est le cadre, quel est le contexte. Le T, donc l'émission, c'est qu'est-ce qu'on attend de moi, quel est mon rôle, quel est l'objectif attendu. Les actions, donc on va mettre des verbes d'action. Qu'est-ce que vous avez fait vraiment concrètement, pas des actions globales. Donc, j'ai proposé, j'ai évalué, j'ai accompagné, j'ai regardé. Donc, que ce soit très concret. Et le résultat, c'est les impacts et qu'est-ce que ça a changé, qu'est-ce que ça a fait émerger comme réflexion. L'analyse réflective. Donc, c'est montrer que vous prenez du recul sur les situations que vous avez présentées, que vous avez vécues et que vous évaluez les actions et que vous en avez tiré des enseignements. Donc, par exemple, moi, je trouve que sur mon livret, par exemple, je n'ai pas assez parlé de cette analyse réflective. Bon, alors, je n'ai pas été accompagnée, malheureusement, et ça aurait été un plus d'avoir cette posture dans mon livret. Mais si, par exemple, j'avais à avoir une analyse réflective par rapport aux ateliers parents-enfants, ce serait de parler de la posture des parents, parce qu'il y avait des parents qui étaient un peu en retrait pendant l'animation des ateliers, il y a des parents qui étaient trop directifs, donc peut-être de préparer un outil sur la posture à avoir ou suite aux observations, de faire des cafés parents sur ces sujets-là. En analyse réflective aussi, c'est la place de l'enfant, parce que l'enfant, quand il y avait son parent, il avait du mal à partager forcément, et du coup, il ne profitait pas pleinement. Donc, vraiment, quel était l'intérêt de l'enfant? Est-ce que vraiment c'était un moment de plaisir pour lui? Quelle est notre posture, nous, en tant que professionnels? On avait envie d'intervenir, d'aider l'enfant et le parent dans la séparation, mais en fait, ça apprend beaucoup sur le fait de ne pas brusquer, de laisser chacun à sa place, de créer un climat de confiance. Donc voilà, dans une analyse réflexive, c'est reprendre un petit peu toute la situation et voir qu'est-ce qu'on en sort et qu'est-ce que ça nous amène comme compétence et comme réflexion. Avoir un vocabulaire précis et professionnel. Très important, par exemple, de ne pas juste mettre le mot nous travaillons ensemble avec les familles. On va mettre le mot coéducation. Si on vous parlait de je lui prends son petit doudou, on va parler d'objet transitionnel. Si vous parlez de motricité libre, vous pouvez citer Picler Loxy. Enfin voilà, de montrer que vous avez fait des recherches et que vous avez des connaissances. Diversifier les expériences, donc ne pas montrer des expériences trop similaires. Ça va montrer que vous avez énormément de créativité et de compétences. Quantifier au maximum avec des bilans chiffrés, avec des observations très fines. Donc ça, c'est toujours un plus voilà, d'avoir un retour très concret sur voilà comment ça s'est passé, voilà combien de réunions on a fait, voilà combien de personnes étaient présentes, voilà combien de personnes ont été satisfaites. Donc ça demande aussi des bilans, des outils et soigner la présentation, ce qui est essentiel. Donc, je vous en ai parlé juste avant, mais ça va être essentiel parce qu'en fait, vous pouvez, après avoir votre diplôme, être directrice ou adjointe de direction et du coup, vous allez beaucoup utiliser les outils administratifs, informatiques et du coup, il faut déjà que vous montrez que vous savez faire des mises en page
bah voilà. Alors, l'analyse globale, donc ça, c'est toute la fin du dossier. C'est avoir vraiment la capacité de se mettre en avant et d'expliquer voilà, comment je suis dans mon travail et voilà quel est mon niveau de participation, d'autonomie. Donc, c'est une feuille pour chaque… Enfin, moi, j'avais fait même 2 feuilles parce que je suis assez bavarde, je pense que vous l'avez observé. Mais ça peut être réduit en une feuille, donc ça va être 6 pages de conclusion avec les principes d'action et les objectifs, donc ce sont vos valeurs, comment vous travaillez, quel est votre cadre. Pour moi, c'est essentiel le respect de l'individualité. Dès que je mets en place des activités ou des actions, je vais toujours donner des consignes au positif aux enfants. Donc voilà, de mettre vraiment une liste de quelles sont vos valeurs et quels sont vos objectifs dans votre travail. Ensuite, les sources d'information et de documentation. Donc, tout ce que vous avez pu lire et découvrir pour écrire votre VAE. Donc, toutes les lectures, les conférences, les formations, toutes les références théoriques que vous avez. Comment vous participez au fonctionnement collectif de la structure? Donc, comment vous participez aux réunions? De quelle manière? Moi, par exemple, j'ai relu là mon dossier et j'avais noté, moi, je dynamise beaucoup les moments festifs. Moi, je suis quelqu'un de très dynamique. Donc, par exemple, dans les moments festifs, j'invite les parents toujours, quand on va faire une fête, à aller s'inscrire sur qu'est-ce que vous voulez emmener pour le déjeuner. Vous pouvez vous inscrire sucré-salé. Quand je vois qu'ils sont inscrits, je les valorise. Ah, c'est super, vous allez nous faire votre gâteau de la dernière fois. Ou quand il y a les moments festifs, je vais toujours proposer un petit maquillage aux enfants. Donc voilà, tout ça, on le note. Voilà, comment je participe et de quelle manière. Et en même temps, ça nous valorise, ça va vous valoriser parce que vous allez montrer vos compétences au jury. Votre décret d'autonomie et d'initiative. Donc, tout ce que vous avez pu mettre en place au-delà des expériences que vous avez présentées. Donc, je coordonne, j'ai proposé, j'ai réalisé. Moi, par exemple, dans mon dossier, j'avais noté 2 jeux éducatifs que j'avais réalisés. Donc, j'en avais pas parlé dans mes expériences, mais c'était des petits jeux avec des photos et des cartes que je faisais, que toute l'équipe se saisissait régulièrement. Mais du coup, j'ai expliqué dans cette partie mon niveau d'initiative que voilà, il y a plein de fois où je vais proposer des jeux éducatifs et voilà comment j'ai pu les mettre en place. Évaluer votre intervention. Donc, qu'est-ce qui vous permet de dire que vous êtes une bonne éducatrice ou vous êtes une bonne professionnelle? Alors moi, j'avais noté mon envie d'aller au travail le matin, le plaisir que je ressens de partager avec mes collègues ou avec les enfants, la sollicitation des familles, la pertinence dans les retours qu'ils peuvent me faire et les évaluations que j'ai avec l'équipe de direction. Et enfin, les compétences mises en œuvre. Donc ça, c'est vraiment la liste assez complète de toutes les compétences que vous pensez avoir développées et que vous avez prouvées dans votre dossier. Donc, la patience, le maternage, mais vous faites des petites phrases explicatives de pourquoi vous pensez être une personne maternante, pourquoi vous pensez être une personne adaptable, pourquoi vous pensez être une personne disponible, rigoureuse. Enfin, voilà. Donc, voilà pour l'analyse globale. Ensuite, très important de faire relire son dossier. Donc, tous ceux qui l'ont écrit en autonomie, n'hésitez pas vous pouvez, avec Gazouillis, prendre juste des heures pour faire l'oral. Donc, même pour faire relire le dossier, moi, j'ai eu des personnes juste dans la relecture du dossier. Donc, demandez à un formateur ou un collègue expérimenté de le relire, parce que des fois, voilà, on ne va pas trop oser, mais c'est quand même essentiel parce qu'en fait, avec d'autres personnes qui sont diplômées, elles vont pouvoir vous dire si vous avez bien répondu aux compétences. Moi, je suis passée 2 fois devant le jury. La première fois, je n'avais pas assez développé le DC2. Et par exemple, je n'avais pas fait de référence à Piaget. Et du coup, j'avais fait relire à mon éducatrice qui ne m'avait pas dit. Donc, vraiment dommage. Du coup, le deuxième passage, j'avais bien réécrit mon livret. Améliorer la clarté et la formulation. Effectivement, des fois, on a l'impression d'être compréhensible, mais parce que nous, on l'a vécu. Donc, en fait, pour nous, c'est hyper simple. Mais vous faites lire à une personne extérieure et elle ne comprend pas où vous voulez en venir. Donc, ça va être essentiel de voir si c'est clair ce que vous avez écrit et qu'on comprend bien votre cheminement et si c'est chronologique. Et avoir un autre regard sur son travail pour pouvoir se remettre en question et avoir justement aussi une analyse réflexive sur qu'est-ce que j'ai fait et est-ce que ça convient. Et enfin, et je terminerai avec ça, le rôle du livret 2 dans l'évaluation du jury.
parce que oui, ça va avoir un rôle effectivement très important quand vous allez passer devant le jury. Donc, le jury ne se base pas sur les intentions, mais sur les faits concrets. Donc ça, si dans votre dossier, vous n'avez pas fait les actions et à l'oral, vous dites bah, « j'aurais dû, je vais le faire bientôt » ou à l'écrit, vous avez écrit ça, ça ne va pas. En fait, il faut vraiment montrer ce que vous avez fait et quelles ont été les actions précises. Le jury va évaluer la qualité de l'analyse, pas seulement la description. Donc, il ne cherche pas juste à voir ce que vous avez fait, mais comment vous l'avez fait et comment vous avez pensé ça. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête de pourquoi vous avez mis ça comme ça. Donc, il va évaluer aussi votre capacité de recul, voir si vous avez pu réajuster vos choix, voir vos erreurs. Et il va apprécier votre argumentation professionnelle, justifier vos actions par rapport à ce que vous connaissez du développement global de l'enfant, par rapport aux missions d'une EJE, par rapport au cadre institutionnel. Donc ça, vraiment, c'est hyper important aussi d'avoir un vrai argumentaire de pourquoi j'ai fait ça et sur quoi je me suis basée en fait. Et le livret 2, c'est la base de l'échange avec le jury lors de l'entretien. Donc, vraiment, c'est un ancrage. Ça ne va pas être l'essentiel de l'entretien. Des fois, l'entretien peut vraiment se baser sur d'autres compétences, mais c'est un ancrage. Vous allez défendre votre expérience et vous allez montrer qui vous êtes et ce que vous savez. Mais pendant l'oral, il va aussi falloir aussi prouver que vous avez la réflexion et que vous allez pouvoir réagir en fonction de différentes situations. Donc, l'écrit, pour finir, je vais finir avec ça, l'écrit, il faut vraiment une partie descriptive, mais une partie aussi réflexive.